Bien que je viens de sortir une vidéo il y a seulement quelques jours, je sors celle-là très rapidement car il me semble que ce sujet d'actualité est important. Un article du New York Times vient de mettre le feu aux poudres et plonge, semble-t-il, les officiels de Washington dans l'embarras. Les États-Unis, selon le quotidien américain, se seraient lancés dans une campagne systématique de ciblage des généraux russes en coopération avec les forces ukrainiennes. Eh bien, qu'en est-il ? Je répondrai à cette question par quelques observations. Tout d'abord, le New York Times est habitué des scoops sur les services américains, CIA et NSA compris. Visiblement, il dispose dans ses services de sources bien renseignées depuis plusieurs dizaines d'années. C'est ce que j'ai pu personnellement observer à de multiples reprises lors de ma carrière à la DGSE, si bien que certains pensaient en interne que ce sont les services américains eux-mêmes qui choisissent de faire fuiter intentionnellement tel ou tel renseignement par l'intermédiaire de ce journal. En l'occurrence, malgré les dénégations et les troubles de façade, les autorités américaines pourraient souhaiter envoyer le message suivant à l'armée russe et à ses généraux en particulier. Messieurs les généraux, nous allons utiliser tous les moyens de nos services de renseignement pour vous traquer et vous localiser pour que nos alliés ukrainiens puissent ensuite vous envoyer ad patres. Et lorsque les renseignements les plus puissants du monde envoient un tel message, cela peut produire un effet de sidération sur le terrain, c'est évident. Et cela pourrait expliquer aussi le nombre de généraux russes tués depuis le début du conflit. Deuxième observation, ce qui est présenté comme une campagne d'élimination de cibles à haute valeur ajoutée, les fameuses HVT, les High Value Target, ce n'est ni plus ni moins qu'une technique éprouvée de longue date de la guerre contre le terrorisme. L'élimination de hauts responsables par la combinaison du renseignement et du feu. Or, les Américains se sont fait une spécialité de ce type de guerre, et ce depuis la mise en place officielle de leur campagne d'élimination directe de cadres djihadistes par drone armé, dès 2002. Depuis, la campagne s'est intensifiée et ne s'est jamais arrêtée, avec plusieurs dizaines de milliers d'opérations à la clé. En Afghanistan, dans les zones tribales pakistanaises, en Irak, au Yémen, en Somalie et en Syrie, contre Al-Qaïda puis l'État islamique. Ce type de guerre impose un renseignement très spécifique. On parle d'actionable intelligence, de renseignement à fin d'action. Il ne s'agit pas de délivrer des analyses distinguées et brillantes sur l'état du monde ou une situation locale, mais de répondre à des questions très simples, très basiques. Telle cible se trouvera à tel endroit, à telle heure, et de répondre à ces questions avec le plus de préavis possible pour donner le temps d'agir à la force de frappe. Ensuite, il faut être capable, le jour J, de pouvoir confirmer le renseignement en temps réel par du renseignement image délivré par un drone d'observation tellement précis que l'on reconnaît précisément le physique de la personne suivie, les habits qu'elle porte et les détails qui permettent d'identifier son véhicule personnel. La confirmation se fait aussi par des sources humaines présentes sur le terrain et reliées au centre opération par un téléphone, chiffré ou non. L'ensemble de ces techniques et de ces procédures ont été façonnées et améliorées au fil des années et des opérations pour obtenir au final un système très réactif qui fait intervenir toute la panoplie des capteurs habituels d'un service secret. Interception téléphonique, internet ou radio, mais également localisation précise et immédiate grâce à ces interceptions, renseignement image par drone et par satellite, nous l'avons dit, développement d'une expertise de cibleurs qui finissent par tout connaître de leurs cibles jusqu'à les reconnaître à leur voix, recrutement et manœuvre de sources humaines capables de renseigner sur les habitudes de la cible et sur sa présence effective à un carrefour ou à un immeuble particulier. Tout cela, c'est précisément le mode de fonctionnement théorisé puis développé à l'occasion de la guerre contre le terrorisme où il fallait frapper un ennemi insaisissable qui se cachait et refusait le combat direct. Mais jusqu'à présent, ces techniques étaient réservées à ce type de conflit asymétrique. Il est intéressant de constater que cette méthode, si cela se confirme, serait désormais appliquée à une guerre classique où deux armées en uniforme s'affrontent sur une ligne de front ou en tout cas dans une zone de guerre bien délimitée.
Personnellement, je ne suis pas surpris. Les techniques de la guerre contre le terrorisme sont susceptibles de produire des effets significatifs dans le cadre d'un conflit classique. Frapper et éliminer des généraux, c'est supprimer du même coup une autorité, une expérience et un parcours militaire d'un chef de guerre qui s'est construit sur près de 20 ou 30 ans. Et cela ne se remplace pas du jour au lendemain. Les conseillers du président Biden ne s'en cachent pas. Ils veulent faire du conflit en Ukraine un échec stratégique pour la Russie. L'arme du renseignement et l'utilisation des techniques éprouvées de la guerre contre le terrorisme constituent en ce sens des outils sans doute très efficaces, surtout lorsque l'on peut s'appuyer sur un allié local, déterminé et habile, qui connaît bien le terrain. Normal, c'est le sien. Mais attention, attention. En humiliant la Russie et en la poussant dans ses derniers retranchements, le monde prend aussi un risque non négligeable. Plus les Russes s'enlisent et s'entêtent, plus la lancinante musique d'un dérapage nucléaire va se faire entendre. Nous vivons des heures difficiles et graves. Il faut tous en avoir conscience.